Et Younes Belfella est l'invité du 23h, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, directeur du MedFocus Think Tank et spécialiste donc du Moyen-Orient. Monsieur Belfella, c'est un samedi particulièrement meurtrier. Chaque jour, on pense avoir atteint des pics de l'horreur. Ce samedi marquera l'histoire. Je crois que oui, parce que de toute façon, par rapport au nombre, c'est vrai que le nombre des victimes, il est très élevé. C'est catastrophique ce qui se passe actuellement dans la bande du Gaza. Malheureusement, c'est les civils qui payent maintenant la facture. Donc on voit des enfants, des femmes. Et ce qui s'était passé dans l'hôpital Shifa, d'ailleurs, c'est pas la première, parce qu'il y avait avant l'hôpital Rantissi, toujours sur la base de certains renseignements israéliens, comme quoi il y a des gens de Hamas dans ce genre d'hôpitaux. Mais en fin de compte, je crois qu'il y a un déni de la part des Israéliens. Mm. Ce qui est particulier aussi aujourd'hui, c'est donc cette confusion qui règne. On ne sait pas qui a donné l'ordre pour évacuer cet hôpital. Clairement. En même temps, il n'y a pas que l'hôpital, parce que quand même, il y avait des attaques contre des écoles aussi. Mhm. Donc, De l'ONU. de l'ONU, et on a vu des communiqués même de l'ONU là-dessus. Donc, forcément, je crois qu'il y a un problème. Je suis très débutatif pour comprendre la stratégie militaire israélienne. La stratégie militaire israélienne a déclaré comme quoi l'objectif, ça sera d'éradiquer le Hamas à travers l'évacuation de la partie nord de la bande de Gaza et l'élimination des dirigeants de Hamas. Donc, maintenant, après plus d'un mois, je trouve que les dirigeants de Hamas sont toujours là, politiquement parce qu'ils vont rester, parce qu'ils ne sont même pas dans la bande de Gaza, ils sont au Doha. Et même les dirigeants militaires comme Mohamed Daif, comme Marwan Issa, comme Yahya Sanwar, ils sont toujours là. Et il n'y a aucun objectif qui était réalisé. Ce qui se passe actuellement, c'est une sale guerre. C'est une sale guerre, une guerre urbaine. Et malheureusement, c'est un jeu à somme nulle, parce que je trouve que ce que fait Israël actuellement entre la force du droit et le droit de la force, c'est le droit de la force. Eh ben, on va écouter Benjamin Netanyahou qui, en quelque sorte, vous répond. Il a pris la parole ce soir. On écoute le Premier ministre israélien. Je voudrais aborder la question de l'aide humanitaire. Tout d'abord, Israël respecte les règles de la guerre. C'est ainsi que fonctionne notre armée, la plus morale du monde. L'aide humanitaire est également vitale pour assurer un soutien international continu. Sans aide humanitaire, même nos amis les plus proches auraient du mal à nous soutenir à long terme. Et il nous serait difficile de mener cette guerre à son terme. Notre armée est la plus morale du monde. Oui, bon, il a le droit de dire ça, mais en fin de compte, je crois qu'il y a un grand problème, parce qu'il sait parfaitement que ce soutien inconditionnel qui était donné après le 7 octobre par la communauté internationale, notamment par l'Occident et les Américains en particulier, c'est plus le cas, parce qu'on sait parfaitement que là maintenant l'opinion internationale risque de se retourner contre Israël. Ça, c'est le premier risque en fait pour la stratégie militaire. Le deuxième risque, c'est un risque de rentrer dans une guerre d'usure. Plus le temps passe, plus il y a des coûts sur l'économie israélienne, l'appel à des réservistes, et jusqu'aujourd'hui, les objectifs ne sont pas réalisés. Pas seulement l'éradication de Hamas, mais même sur la question des otages aujourd'hui. On voit ces manifestations à Tel Aviv qui montrent clairement une grande pression politique, alors que normalement, ce cabinet de guerre, parce que c'est plus de gouvernement en Israël, ne prend pas en considération cette dimension. On dirait qu'il a fait le deuil de ses otages et qu'il est en train de parler seulement militaire. Ouais, on a appris des choses quand même concernant les otages, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge. Si on écoute Benjamin Netanyahou qui a pris la parole ce soir au niveau des otages, parce que la population, les familles des victimes qui ont fait donc ce déplacement de Tel Aviv à Jérusalem à pied, 5 jours pour marcher, pour lui faire cette pression dont on parle à l'instant, il déclare aujourd'hui qu'il n'y a pas d'accord avec le Hamas. Il met fin, ce sont ses mots, à des conspirations et à des rumeurs. Non, je crois qu'il y avait, parce qu'il y avait voilà, il y avait des news sur des rencontres. Il y a une médiation, certainement. Les Qataris, les Égyptiens font ça, et on voit qu'il y a même des mobilisations de la part de certains pays occidentaux, notamment La la France, France. Oui, avec Sébastien Lecornu, qui s'est rendu en Égypte aujourd'hui avant de se rendre en Israël. Oui, donc c'est une visite dans toute la région. Il a commencé par les pays de Golfe, les alliés de la France, pour un échange de renseignements. Et par la suite, il part bien évidemment en Israël. Mais ça montre on dirait que les pays occidentaux sont plus inquiétés par la question des otages que ce cabinet de guerre en Israël. Vous avez, c'est une situation d'un déni réciproque, c'est-à-dire du fait qu'il y a l'organisation terroriste de Hamas qui ne reconnaît pas l'existence d'Israël, vous avez jusqu'aujourd'hui des mouvements, des partis politiques de l'extrême droite israélienne qui ne reconnaissent pas en fin de compte l'existence des Palestiniens. En rajoutant à cela ce qui se passe à la Cisjordanie. Cette stratégie des colons d'une extension en Cisjordanie, accompagnée, assistée par l'armée, entre guillemets, la plus morale de la terre, ce qu'il dit Benjamin Netanyahou. Donc forcément, on est sur une situation très très compliquée. Maintenant, d'un point de vue d'analyse, je trouve que ça sera un chapitre
dans une grande guerre. Ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sera pas la dernière guerre. Je crois que pour Israël, elle était touchée dans sa colonne vertébrale, qui est la dissuasion régionale. Et peut-être prochainement, la prochaine guerre, ça sera contre le Hezbollah, contre le djihad islamique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on glisse vers une extension de guerre qui va prendre plusieurs formes, plusieurs configurations, tant qu'aujourd'hui, on n'a pas encore mis l'ordre de la question de cessez-le-feu. D'autres sont plus optimistes que vous, croient toujours à cette formation de 2 États. Le président américain Joe Biden, lui aussi, s'est exprimé ce soir. Ça fait partie des informations de la soirée. Joe Biden qui a appelé à une future réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, je le cite, sous une autorité palestinienne revitalisée. Comment il faut interpréter ces Un message politique très clair qui veut dire qu'il ne voit pas ce qui se passe aujourd'hui, qu'il ne voit pas les bombardements, qu'il s'en fout complètement de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui l'intéresse, c'est l'après-guerre. Et le message, c'est que la bande du Gaza sera dirigée par l'autorité palestinienne. Donc, en fin de compte, il est en train de préparer le terrain politique de ce qui peut passer. Mais maintenant, le problème, c'est pas est-ce que la bande du Gaza sera dirigée par l'autorité palestinienne qui est déjà en crise. On sait parfaitement. Quand il dit revitaliser, on comprend aussi que ça sera peut-être pas Mahmoud Abbas. Ça veut dire qu'il y aura encore des élections. Comment ça va se passer avec quel soutien. Donc je crois qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus. C'est pas très clair. Et d'ailleurs, la visite de Blinken au Moyen-Orient, elle a trouvé le même problème. C'est que les dirigeants du Moyen-Orient ont dit il faut qu'on parle déjà d'un cessez-le-feu avant qu'on commence à parler de ce qu'on peut faire au niveau politique. Maintenant, le grand risque par rapport à ce qu'il dit Biden, c'est au cas où Israël refuse ce projet et fait une récupération de la bande de Gaza, là, ça veut dire automatiquement qu'on va rentrer dans dans une extension de guerre, embrasement, clairement, parce que ça veut dire que l'Iran va rentrer dans cette guerre. La stratégie iranienne dans cette région, elle est très importante. Elle veut encercler Israël à travers le Hezbollah, la bande de Gaza. Elle a fait des tentatives, des manœuvres en Jordanie, en Égypte, on les connaît à travers ce qui s'était passé en printemps arabe, mais l'objectif maintenant, ça va être de comment on peut arriver à un accord entre deux parties conflictuelles sans bien évidemment tomber dans le piège de continuer cette guerre. Les États-Unis font appel même à la Chine de rentrer en tant que médiateur. Et donc je crois qu'il y a un axe qui profite de cette situation, qui est l'axe de Téhéran, Moscou et Pékin, qui profite de cet écart, de ce gap entre l'Occident est ce qu'on appelle médiatiquement le Sud global. Et bien évidemment, après cette guerre, je ne crois pas que militairement, il y aura des gagnants, mais politiquement, il y aura bien évidemment des acteurs géopolitiques qui vont bien profiter de cette situation. Clairement. Merci beaucoup, Younes Belfella, je rappelle, enseignant, chercheur à Paris 8 et directeur du Bet Focus Think Tank, qui est spécialiste donc bien sûr du Moyen-Orient. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous ce soir dans le 23h. Et par